Bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des maires de France, président du parti Nouvelle Énergie et maire de Cannes. Et on a du plaisir à vous recevoir pour le livre Ainsi va la France, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre, au fond, vous posez une question existentielle. Où va la France? Et alors vous apportez avec votre parti un certain nombre de réponses. J'avais presque envie de dire, où va la France? Elle va vers la guerre, là, comme le dit le président de la République? Il faut toujours espérer qu'on n'aille pas vers la guerre, déjà. C'est une des finalités de l'action publique, c'est d'assurer la protection du groupe et donc de veiller à la paix, mais à la paix pas à n'importe quel prix. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre, il faut le rappeler, parce que quand on entend certaines dramatisations dans le discours, on pourrait le croire. Mais entre la polarisation dans laquelle on s'est laissé enfermer depuis quelques jours dans le débat, c'est-à-dire d'un discours qui consisterait à dire que nous sommes en guerre, qu'il y aurait un risque existentiel pour la France par la Russie, ce qui n'est pas vrai. C'est ce que dit le président de la République. Et un autre discours qui, de l'autre côté, consiste à nier la réalité d'une menace russe et à la balayer d'un revers de main. Il y a la vraie réalité, c'est-à-dire que la Russie est une puissance menaçante, qu'elle peut nuire à l'intégrité territoriale. Moi, je le vois notamment dans des outre-mer, où il y a des influences très très fortes russes contre les intérêts français. Nous l'avons vu aussi en Afrique d'ailleurs, et qu'une Russie qui serait aux portes de la Pologne coûterait beaucoup plus cher aux intérêts français qu'une Russie qui serait contenue par l'Ukraine. Donc il faut, et ça fait 3 ans que je le dis, qu'il y ait un rapport de force qui permette de discuter une paix, mais une paix qui ne soit pas une capitulation au profit de la Russie de Poutine. Mais là, on a perdu un allié de poids, sur les États-Unis. Là, Donald Trump est dans l'avion, il va en Arabie Saoudite, il va peut-être serrer la main de Poutine dans quelques jours. Volodymyr Zelensky est déjà sur place. L'Europe est derrière. L'Europe est à la ramasse. Elle est où? Mais l'Europe, elle est à la place dans laquelle elle s'est mise, c'est-à-dire en étant suiviste, en étant... J'avais utilisé cette formule en disant on n'était même pas atlantiste, on était attentiste. Et qu'on ne peut pas avoir de diplomatie puissante si on n'a pas une économie, une armée qui pèse. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui est un révélateur de nos propres faiblesses. Donc on peut commenter pendant des heures et des heures la politique erratique, ou les déclarations en tout cas, politique on verra, erratique de Donald Trump. Mais ce qui est sûr, c'est que... par certains à Hitler. Jacques Attali a dit ça. Tout ça n'a aucun... Non, voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut voir, c'est où sont les intérêts de la France, où sont les intérêts de l'Europe. Est-ce qu'on a la capacité de défendre nos intérêts? Comment, à terme, on retrouve la capacité d'être crédible? Et en attendant, comment on défend nos intérêts fondamentaux? Il faut bien comprendre aussi qu'on est dans un monde d'instabilité. Donald Trump est presque l'émanation caricaturale de cette imprévisibilité. Eh bien, c'est comme tout, il faut prévoir l'imprévisible. Donc, il faut être soi-même solide et nouer les alliances qu'il faut, continuer à discuter avec les États-Unis et essayer de construire une alliance qui soit durable au-delà même des soubresauts des politiques intérieures américaines et évidemment, essayer de prendre compte de cette nouvelle géopolitique pour défendre nos intérêts. Oui, mais alors là, investir des centaines de milliards pour la défense, à l'heure où le déficit, et vous en parlez dans votre livre, David Lisnard, il est là. Les conditions économiques ne sont pas réunies. Il va falloir plonger les mains dans l'épargne des Français. Non, surtout pas. Ce que j'essaie de dire aussi dans le livre, c'est que avant même qu'il y ait la situation dans laquelle nous sommes, nous étions déjà au bout d'un système, un système étatiste, un système collectiviste, un système, on peut le qualifier de social-démocrate, un système qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire qui dépense plus que ce que l'on gagne. Et vous remarquerez ce paradoxe apparent, mais qui en fait est vérifié à toutes les époques, c'est que plus l'État s'est occupé de ce qu'il ne le regarde pas, plus on a élargi l'intervention publique jusqu'à faire une taxe sur les emballages de la boulangerie récemment, jusqu'à avoir des publicités pour nous dire combien de fois il faut laver une chemise par semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc une espèce d'état nounou, de Big Mother, comme disait Michel Schneider. Moins l'État a été bon sur ce pourquoi il a été inventé, c'est-à-dire notamment la défense. Il y a 60 ans, on dépensait beaucoup plus pour notre défense par rapport à la richesse produite. On avait beaucoup moins de dettes, voire on était excédentaire. Et on était beaucoup plus en sécurité et qu'aujourd'hui. Donc, on est arrivé à un système où la bureaucratie, le conformisme, la technostructure, grâce ou à cause du laisser-aller des politiques, qui ont fait de la démagogie, qui ont flatté les opinions, qui ont multiplié les chèques et qui ont laissé le pouvoir aux technocrates, eh bien, à cause de cela, on est au bout d'un système. Donc, la nécessité de réarmer, de retrouver une armée, mais en fait, n'est qu'une traduction de plus de la nécessité de
cultiver la performance publique, de regarder comment on fait de la productivité dans le service public, comment on donne confiance à nos fonctionnaires, comment on le dirige mieux. Bref, de faire en sorte que les contribuables ne soient pas perdants, parce qu'on est perdant en tant que contribuable. Nous payons plus d'impôts et de charges qu'ailleurs au monde, record du monde. Nous sommes perdants en tant qu'usagers, parce qu'il y a une dégradation dans les services publics. Au moment où on se parle, presque un quart des urgences hospitalières en France n'assurent plus ce qui fait la grandeur du service public, la continuité et l'universalité du service. Et on est pénalisé pour ceux qui travaillent dans le service public, puisqu'on a des fonctionnaires qui coûtent plus cher qu'ailleurs, mais qui gagnent moins qu'ailleurs. Donc on est au bout du bout d'un système social qui ne marche plus, et c'est pourquoi il faut le reprendre en main de façon puissante. Donc vous ne dites pas, comme certains, qu'au fond, cette peur de la guerre est agitée pour écarter les citoyens des soucis du quotidien, ou peut-être d'une réalité, on va en parler aussi, de la menace islamiste, par exemple. L'une menace n'empêche pas l'autre. Donc des menaces, il y en a beaucoup, mais ces menaces sont toujours fortes de nos propres faiblesses. C'est ce que j'essaie de démontrer. Et qu'aujourd'hui, il y a un déclassement vertigineux de la France. La richesse par habitant, on est passé du 6e rang mondial il y a 30 ans au 27e rang. Pour moi, le déclassement le pire, c'est le déclassement éducatif. On est dernier au classement PISA, ça devrait nous entêter, nous dire, alors que la France a tout doit être une grande puissance éducative et culturelle. Le déclassement scientifique, on a des grands chercheurs, beaucoup s'en vont, ils ne sont pas assez rémunérés, etc. Or, on a en nous la créativité, on a en nous la capacité de rebondir, mais c'est pourquoi j'essaie à travers ce livre de porter non seulement des constats lucides, parce que si vous ne faites pas le bon diagnostic, si vous avez décidé de la maladie avant de la diagnostiquer, vous n'aurez pas le bon remède. Mais j'essaie aussi de porter une espérance sécuritaire. Comment on retrouve de la sécurité? Comment on fait en sorte que l'État cesse de pénaliser l'immense majorité des gens qui respectent les règles et d'être impuissant avec la minorité de voyous? Comment on retrouve une espérance... Dur avec les faibles et faible avec les forts. Bien sûr, vous savez, quand l'État n'arrive plus à pénaliser l'abus, il pénalise l'usage. C'est-à-dire qu'il pénalise tout le monde. Et c'est de la multiplication des textes, de la bureaucratie, des réglementations absurdes, mais dans tous les domaines. Je pourrais vous faire on pénalise celui qui fait une infraction routière, mais on ne pénalise pas celui qui brûle des véhicules. Oui, c'est exactement ce que l'on vit tous les jours, quoi. Donc, bien sûr qu'il faut pénaliser l'infraction routière, mais pourquoi on est pénalisé quand on fait l'infraction routière? Parce qu'on est solvable, parce qu'on respecte les règles, etc. Donc, il faut retrouver une espérance sécuritaire, il faut retrouver une espérance économique, une espérance libérale, moi j'ose le terme, et une espérance éducative et scientifique. Et c'est ce que j'essaie de démontrer, non seulement sur les diagnostics, non seulement sur les principes que j'affirme, mais aussi sur l'énumération de... Il fallait le comment faire. Comment faire pour enfin faire en sorte qu'il y ait plus de policiers, plus de soignants dans les hôpitaux et moins d'impôts. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait moins de bureaucrates. Et pour qu'il y ait moins de bureaucrates, il faut inverser ce cycle infernal de la surréglementation, du principe de précaution que je veux supprimer de la Constitution, de toutes ces absurdités qui font qu'on devient complètement... on est en absurdistan. Oui, vous parlez de dictature des minorités, vous parlez de menaces sur la liberté d'expression, vous parlez du wokisme, vous parlez d'un certain nombre de sujets. Au fond, vous dites le pays réel s'est détaché de cette technostructure, de ces élites qui dirigent. Oui, mais vous savez, pour parcourir le pays, je suis président des maires de France et j'aime mon pays. Donc je vais à chaque fois rencontrer les maires dans chaque département. Je vais voir des entreprises, donc des salariés, des chefs d'entreprise, voir des jeunes, etc. 90% des gens que je vois, ou même plus, sont pleins de bon sens. Ils savent très bien que pour être libre, pour être indépendant, pour avoir du pouvoir d'achat, il faut du revenu. Donc il faut que le travail soit récompensé, il faut que l'investissement soit rémunéré. Enfin, je veux dire, il n'y a que dans le débat politico et médiatique qu'on est azimuté, quoi. Il n'y a que dans les grandes villes qu'on entend des manifs comme on a vu hier, où on a les alliances quand même de wokistes, de gens qui vont défendre une espèce d'alliance sordide entre des islamistes et des gens qui défendent les LGBT+. C'est absurde. Les premières victimes de l'islamisme seront les LGBT+. Donc il y a quand même une dégradation dans certains milieux, mais qui sont des milieux importants, parce que c'est les médias, c'est les universités. Vous parlez de néo-tyrans. Oui, vous avez ce mot. C'est très fort. Ben oui, mais on voit bien qu'il y a des gens qui sont condamnés à mort sociale parce qu'ils ont été... Regardez, Jean Bennou, c'est ça qui était écologiste, qui était totalement innocent. Il a été totalement empêché d'exercer parce qu'il a été accusé à tort. Donc, il faut revenir à des choses simples.
La démocratie, c'est un trésor, c'est très fragile. Ça nécessite de respecter l'égalité des armes devant la justice. Ça nécessite de respecter le principe de la présomption d'innocence. Ça nécessite de faire en sorte qu'on ne soit pas condamné a priori par un tribunal médiatique, par une espèce de morale, de macartisme inversé qu'on retrouve aujourd'hui dans les racialistes, dans les indigénistes et tous ces mouvements néo-féministes qui se font au détriment de l'universalisme républicain. Oui. Donc c'est tout cela que j'essaie de porter comme combat pour qu'on retrouve du bon sens. Et j'ai l'intime conviction qui est le fruit d'un constat. Moi, je ne suis guidé que par le principe de réalisme. Que la majorité du pays est très saine, que les gens veulent s'en sortir. Et avec mon mouvement Nouvelle Énergie, on veut être le mouvement des gens qui veulent s'en sortir et de la France qui veut s'en sortir. Mais on parlait de liberté d'expression, mais il y a des choses que vous n'acceptez pas. Par exemple, quand Rima Hassan, la députée insoumise européenne, déclare que le Hamas est un parti au sens des institutions internationales qu'il faut tout à fait accepter, un parti de résistance, on va dire, vous portez plainte contre elle. Alors, plainte, c'est très simple. Il y a toujours les totalitaires, les néofascistes, quels qu'ils soient, utilisent toujours l'inversion victimaire. C'est-à-dire qu'ils placent la victime comme bourreau, le bourreau comme victime. C'est ce qu'on a vu après le 7 octobre. Le deuxième élément, ils retournent l'argument de la liberté pour justifier leur volonté de destruction de la liberté. Hein? Donc, c'est à la loi et au contrat social de dire où s'arrête la liberté de nuire au groupe. Donc moi, ce que je veux, c'est de la liberté pour l'immense majorité des gens, mais beaucoup moins de liberté pour ceux qui veulent détruire la société. Et lorsque vous assimilez une assimilation terroriste, une organisation terroriste, qui viole, qui décapite, qui attaque, qui détient des compatriotes français, hein, le Hamas a fait des otages qui étaient aussi des compatriotes, que vous les assimilez à de la résistance et que vous faites de l'inversion victimaire, vous voulez détruire la société. Moi, je veux préserver la société, et notamment la société qui permet d'avoir une liberté d'expression jusqu'à cette borne qui est celle de détruire la société. C'est des choses assez simples en réalité, mais ces gens-là vous mangent le cerveau. Ça a toujours été comme ça. C'est comme lorsque vous entendez des néo-féministes mener un combat contre le barbecue qui serait un signe de patriarcat. C'était Sandrine Rousseau, voilà. Ça. Voilà. Mais ne pas soutenir le combat des Iraniennes qui estiment que même si le voile est volontaire, c'est un signe de soumission et d'infériorisation de la femme. Oui. Donc c'est du bon sens et un peu de rigueur intellectuelle qui doivent nous permettre de respecter le mode de vie à la française, la République, l'universalisme républicain qui aujourd'hui est attaqué par tous ces gens. Mais entendre dans les rues de Paris le 8 mars crier Intifada, une manifestation féministe qui avait été interdite par le préfet de police et qui finalement a été autorisée par la justice, vous dites au fond, où est le pouvoir? Oui, et puis surtout, où est le bon sens là aussi? Parce que ça veut dire quoi, Intifada? Moi, je suis attaché à la liberté du peuple palestinien de disposer d'un État souverain. Je suis pour 2 États. Je pense qu'Israël a aussi commis des crimes, etc. Je veux dire, c'est pas le sujet. Mais Israël a été victime du 7 octobre. Israël est une petite démocratie fragile. Il faut revenir à ça. Et le peuple juif a le droit d'être sur sa terre originelle. Et le peuple palestinien a le droit d'avoir son État souverain. Donc on écarte tout ça. Ceux qui vous disent Intifada, en français, quoi l'intifada? C'était un mouvement de révolte où on jette des pierres contre les chars en Israël. De quoi on parle? De quoi on parle? On est en France, là. Oui, donc il fallait l'interdire, cette manifestation. En tout cas, les manifestants ont donné raison au préfet qui voulait l'interdire. Pas tous les manifestants, mais les manifestants qui ont exclu des femmes de certains défilés parce qu'elles estimaient que ces femmes n'étaient pas dans leur courant extrémiste de gauche. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que vous soutenez d'ailleurs pour prendre la tête du Parti républicain, a essayé d'expulser des influenceurs algériens sans y parvenir encore. On a cette crise avec l'Algérie. On a Boualem Sansal qui est malade et qui est actuellement encore en prison depuis plusieurs mois, qui est un franco-algérien. Vous avez là aussi envie de prendre part à ce combat pour demander la libération de Boualem Sansal. On a l'impression que le gouvernement français n'y parvient pas. Alors oui, ce qui est très troublant d'ailleurs, parce que je suis moi attaché à ce qui est dans la durée une relation bilatérale franco-algérienne forte. Je crois que c'est l'intérêt de la France, et je pense aussi de l'Algérie, mais c'est à l'Algérie de le dire, c'est un État souverain et libre, comme la France, il y a un État souverain et libre, parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts géopolitiques, il y a des intérêts démographiques, évidents. Mais aujourd'hui, on ne peut plus laisser insulter, piétiner la France. Comment on pourrait imaginer que la France ne serait pas en mesure de renvoyer des étrangers de nationalité algérienne qui sont des voyous, qui sont liés à des trafics de drogue, qui ont fait des agressions dans leur pays, et qu'on ne pourrait pas nous récupérer à nos compatriotes franco-algériens
Boualem Sansal détenu de façon arbitraire. Parce que l'Algérie le refuse, tout simplement, parce que le gouvernement algérien le refuse. La France n'est pas en mesure d'être dans une relation équilibrée avec l'Algérie? Comment on a pu arriver à ce niveau de déliquescence qu'on n'est pas... Revenons à des choses simples. Quel est le pays au monde qui accepte de garder sur son territoire des étrangers délinquants expulsés? Allez faire un acte délictuel en Algérie, vous verrez si vous n'êtes pas expulsé. La France ne va pas dire je refuse de les recevoir. Allez faire ça aux États-Unis, allez faire ça au Danemark, allez faire ça aux Émirats Arabes Unis, je vous prends en Australie. Donc, comment on a pu arriver, nous, à être à ce niveau de niaiserie et de faiblesse que l'on n'est pas en mesure de dire vos ressortissants délinquants, vous les reprenez. Nos ressortissants que nous voulons reprendre, nous les reprenons. Mais c'est ce que dit Bruno Retailleau, mais le président de la République ne dit pas ça. Le président de la République dit on ne doit pas remettre en question, notamment les accords de 68 qui privilégient l'Algérie. Donc on a beaucoup d'outils pour discuter avec l'Algérie. Donc les accords de 68 qui sont devenus obsolètes et qui se font au détriment de la France, et on doit défendre les intérêts de la France. Deuxièmement, le nombre de consulats, 18 consulats de mémoire algériens en France, on pourrait très bien brandir la menace d'enfermer quelques-uns. Ce serait croyez-moi, intéressant de voir ce qui se passe. Troisième élément, les biens mal acquis par des ressortissants, des dignitaires algériens en France pourrait très bien, comme on a su le faire avec d'autres pays mis en cause. Enfin, l'accueil de dignitaires qui viennent se faire soigner en France. Donc, on a des outils de discussion. Il va falloir crever cet abcès. Ça va être difficile. Et ensuite, repartir sur une relation beaucoup plus saine avec l'Algérie. C'est au régime algérien de démontrer qu'il respecte, lui aussi, des libertés fondamentales. Comment peut-il accepter ce régime algérien? Comment peut-il dire « laissez-nous gérer » Boualem Sansal, qui a la double nationalité, donc qui est un ressortissant français, et refuser d'accueillir l'avocat de Boualem Sansal sur le territoire algérien. Enfin, on est où là? Que le régime algérien nous démontre qu'il respecte les principes fondamentaux d'une justice indépendante. Oui, et en même temps, on entend rappeler l'histoire coloniale de la France. On a vu Jean-Michel Apathy, qui est un journaliste à RTL, qui a quitté d'ailleurs sa fonction parce qu'il a parlé de multiples radours sur glane commis par la France en Algérie. Donc il y a une repentance qui continue sur ce sujet-là, peut-être qui ne rend pas les choses faciles dans la négociation. Il faudrait expliquer à tous ces gens-là qu'ils laissent l'histoire aux historiens et puis qu'on est au XXIe siècle. Parce que si on avait raisonné comme ça dans nos relations avec l'Allemagne, on n'aurait jamais réussi à travailler avec l'Allemagne. La relation entre la France et l'Allemagne a été d'une sauvagerie absolue. Et à un moment donné, on a dit on regarde l'avenir. Donc, bien sûr, que les historiens estiment ce qui a été du domaine du crime dans la colonisation, ce qui a été du domaine de l'apport, c'est pas mon sujet, moi. Nous sommes au XXIe siècle. L'Algérie a gagné son indépendance. Bravo à l'Algérie. Personne ne remet en cause cela. C'est un État souverain, respectable, avec un peuple jeune, qui a plein de qualités et dynamiques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la France elle-même, à son indépendance et sa souveraineté, doit être respectée comme telle, d'égal à égal. C'est quand même pas compliqué de comprendre cela. Et qu'on arrête les anachronismes. Toutes les époques, depuis le début de l'humanité, l'homme a été reptilien. Il y a eu des conquêtes des deux côtés. Il y a eu de l'esclavage partout sur Terre. Il y a un esclavage aujourd'hui en Afrique du Nord, en tout cas dans certaines zones d'Afrique, d'Africains subsahariens. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, laissons l'histoire aux historiens. Ayons le sens de l'histoire, c'est très important dans la vie. Mais aujourd'hui, construisons autre chose. Et arrêtons d'être tétanisés par ces arguments qui ne sont très souvent que le paravent de l'incapacité de l'Algérie à construire son présent et à construire son avenir. C'est un pays, moi, je n'ai pas de lien avec l'Algérie familiaux d'aucune sorte, mais j'ai des liens amicaux avec des amis qui sont en Algérie présentement et qui me disent à quel point il y a une déliquescence de l'Algérie. Bon, mais c'est le problème de l'Algérie, c'est pas le problème de la France. Oui. Mais enfin, que diable, comment acceptons-nous la détention arbitraire d'un immense artiste qui est un compatriote français, puisqu'il a la double nationalité, l'honneur d'une patrie, c'est toujours de défendre ces ressortissants qui sont détenus de façon arbitraire dans le monde entier. Oui, toujours. Oui, toujours. Un mot quand même sur ces massacres d'Alaouites et de chrétiens en Syrie. Est-ce qu'il faut faire crédit tout de même au nouvel homme fort de la Syrie, islamiste, modéré? Est-ce que ça existe, un islamisme modéré? Est-ce qu'il faut l'accueillir en France comme Emmanuel Macron l'a invité? Et qu'est-ce que la France peut faire pour empêcher ces massacres? Je ne reprocherai jamais à une diplomatie de parler avec tout le monde. C'est le rôle de la diplomatie. C'est comme si on reprochait à un avocat de défendre un criminel. C'est le rôle d'un avocat. Donc la diplomatie française discute avec avec Poutine, avec la Chine, avec les États-Unis. Je prends des cas très différents. Hein. Avec tous les pays, c'est normal. C'est le rôle de la diplomatie. Il y a deux réalités. C'est que islamiste, qui est une
maladie de l'islam et s'attaque d'ailleurs très souvent aux musulmans qui ne sont pas considérés comme assez radicalisés, eh bien ne peut pas être modéré. Ça n'existe pas. Est-ce que vous me diriez un nazi modéré, quoi? Ça n'a aucun sens. Voilà. Ben là c'est pareil. Donc ce sont des matrices de terreur, de massacre, de mort qui veulent imposer un mode de vie. Donc c'est du totalitarisme. Donc ça ne peut pas être modéré. Voilà. C'est forcément politiquement extrémiste. Je parle politiquement extrémiste. Parce que je crois qu'un musulman dit modéré peut être tout à fait puissant dans sa démarche spirituelle, mais c'est un autre débat. Premièrement, donc la réalité, c'est que les islamistes, quand ils ont un rapport de force qui leur est favorable, ils détruisent, ils prennent le pouvoir jusqu'à massacrer. Et là, on le voit en Syrie. Le deuxième principe de réalité, c'est qu'il y a un régime en Syrie. Eh bien, il a un régime en Syrie. Voilà, c'est tout. Alors, c'est félicité de la chute de Bachar el-Assad. Là, est-ce qu'il faut aujourd'hui regarder c'est pas parce que on se fait sans naïveté, c'est pas parce que on peut se réjouir de voir la peste disparaître qu'il faut se réjouir de voir le choléra apparaître. Bon, donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est défendre les minorités, défendre les chrétiens d'Orient et créer. Et la diplomatie sert à ça. Les relations internationales servent à ça, et bien une relation avec la Syrie qui ne soit absolument pas naïve et trouver les moyens de pression. Je pense que si les États-Unis jouent le jeu, je pense que si d'autres États jouent le jeu d'ailleurs dans la région, y compris la Turquie, on peut très bien, en tout cas on doit essayer de protéger ces minorités parce que c'est ce qui se passe est répugnant et ce sont des crimes, une fois de plus, des crimes abjects conduits par des milices islamistes. Oui, oui. Un dernier mot, David Lisnard. Ainsi va la France, manifeste libérale aux éditions de l'Observatoire. Et comment elle pourrait aller mieux? C'est ça. Et comment elle pourrait aller mieux? Parce qu'au fond, c'est ça. C'est qu'au fond, vous dites la France est belle. Vous avez des chapitres pour dire la France est belle. Loin, finalement, du portrait qu'on en fait. Vous dites il y a une différence entre la France telle qu'on la représente et puis la réalité au fond de cette France. Vous dites il y a beaucoup d'atouts. Oui, il y a beaucoup d'atouts. Au-delà de sa géographie, de son histoire, il y a beaucoup d'atouts par un peuple qui reste un peuple très entreprenant, très créatif dans le monde de l'intelligence artificielle, de la physique quantique qui va tout défoncer, tout bouleverser. La créativité va être un atout de plus en plus fort. C'est pour ça que ce gâchis français, moi, vraiment me révolte parce que je vois la capacité de retrouver une ambition forte et raisonnable, à condition de faire en sorte que l'investissement soit récompensé à sa juste mesure, que le travail soit plus récompensé que l'oisiveté, qu'on en finisse avec un conformisme, une caste un peu politicienne et technocratique de gens qui sont honnêtes, etc., mais qui raisonnent toujours pareil, qui ne savent produire que de la norme. Voilà, vous voulez plus de policiers, vous voulez plus d'infirmiers, il faut moins de bureaucrates, je le répète. Et on verra que la France peut être un pays particulièrement dynamique et de qualité de vie dans le XXIe siècle. Quand je vois les réussites de certains pays, comment la Nouvelle-Zélande a réussi à se réformer, comment le Canada a réussi à se réformer, l'Allemagne sous Schröder, l'Angleterre à l'époque sous Thatcher et ensuite sous John Major, le Danemark, il n'y a pas de fatalité à avoir un pays qui soit ankylosé, qui soit embourbé dans sa bureaucratie, dans son conformisme, dans cette espèce de trappe à pauvreté, dans ce déterminisme qui fait que si on est pauvre, on va finir pauvre, etc. Il faut recréer de l'espérance sociale par la dynamique économique, par l'instruction, par l'ordre, par la sécurité. Et c'est comme cela que la France sera la France. Merci beaucoup, David Lisnard, président de l'Association des maires de France, président du parti Nouvelle Énergie et maire de Cannes. Ainsi va la France aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.